Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée à la compréhension de la TVA. Effectivement, je vais vous expliquer aujourd'hui quels sont les fondamentaux de la TVA et comment comprendre le mécanisme surtout de cette TVA. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Monsieur Dahou Boudiaf, je suis enseignant de droit fiscal français et algérien au sein de l'École supérieure algérienne des affaires depuis 3 ans et je suis également consultant international en droit fiscal et droit des affaires et ce depuis un petit peu plus de 13 ans. Concernant la TVA, alors, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ça va être les fondamentaux, le mécanisme. Peu importe où vous vous situez dans ce monde, dès que vous êtes dans un pays qui applique la TVA, ça va être les mêmes principes qui vont revenir. Les seules choses qui vont être différentes d'un pays à l'autre, ça va être quelques règles d'assiette et bien sûr les taux. Sinon, tout le mécanisme est le même, peu importe le pays dans lequel on se situe. On va décomposer cette présentation en deux parties, une majeure et une un petit peu plus restreinte. La première va concerner de répondre à une question qui est quand j'effectue une opération de vente, est-ce que j'applique la TVA ou pas? Effectivement, pour voir si je suis obligé d'appliquer la TVA sur ma facture de vente, je vais d'abord vérifier si je suis dans le champ d'application de la TVA. Effectivement, le champ d'application de la TVA, ça va être le périmètre des opérations qui sont soumises à la TVA. Alors nous avons bien sûr une définition, la définition est la même pour tous les pays. Ça va être dès que j'ai une livraison de biens ou une prestation de service réalisée à titre onéreux par un assujetti, je vais être obligé d'appliquer la TVA. Il faut faire attention avec aussi la notion de redevable réel et redevable légal. Je vous explique un petit peu tout ça. Premièrement, parlons du champ d'application. Le champ d'application, donc effectivement, ce sont toutes les livraisons de biens ou prestations de services réalisées à titre onéreux par un assujetti. Qu'est-ce qu'une livraison de biens? La livraison de biens, c'est tout transfert de propriété sur des biens meubles corporels. Biens meubles, pas dans le sens mobilier, dans le sens que l'on peut déplacer. Les biens meubles corporels, donc matériels. On va inclure dans cette notion de biens meubles corporels tout ce qui concerne l'électricité, la livraison d'électricité, gaz, chaleur et froid. À ce moment-là, on considérera que ce sont également des biens meubles corporels. Qu'est-ce qu'une prestation de service? La prestation de service, c'est trois choses principalement. Ça va être premièrement la cession de biens meubles incorporels, ou bien les travaux immobiliers, ou bien d'une manière un petit peu plus générale, les obligations de faire ou de ne pas faire. Dans le droit des obligations, dans le droit des contrats, on a certains principes qui nous parlent des types d'obligations. Vous avez les obligations de donner ou de ne pas donner, et vous avez les obligations de faire ou de ne pas faire. Dès que je suis dans une obligation de faire ou de ne pas faire, c'est de la prestation de service. Réalisé à titre onéreux, deuxième condition, réalisé à titre onéreux. Ça veut dire qu'il y a une contrepartie. Elle n'est pas forcément en numéraire, ça peut être un échange de services ou un échange de biens. À ce moment-là, il y a une procédure d'échange à respecter que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Dès qu'il y a justement cette notion d'échange, donc soit un paiement numéraire, soit un échange de services ou de biens, cela veut dire que c'est réalisé à titre onéreux. Qu'est-ce qu'un assujetti? Troisième condition, qu'est-ce qu'un assujetti? C'est tout simplement l'opérateur qui va effectuer pour son propre compte des opérations économiques ou commerciales. Effectivement, à ce moment-là, qu'il soit constitué en la forme en tant qu'un assujetti ou bien en tant qu'un contribuable, ou bien qu'il soit considéré assujetti de fait, peu importe. Dès qu'une personne ou un contribuable ou un opérateur réalise une livraison de biens ou une prestation de service à titre onéreux, il va être obligé d'appliquer la TVA. Très bien. Faisons un petit peu la distinction maintenant entre le redevable réel et le redevable légal. Vous savez que, in fine, la TVA n'a pas d'impact sur l'opérateur économique, d'une règle générale, d'une manière générale. C'est le consommateur final qui va payer la TVA.
Donc vous avez deux notions. Vous avez premièrement la notion de redevable légal et la notion de redevable réel. Dans une opération, même si je suis en B2B et que je ne suis pas avec le consommateur final, je vais avoir ces deux personnes-là à chaque fois. Le redevable réel, c'est celui qui doit payer la TVA. Le redevable légal, c'est celui qui récupère la TVA, qui collecte la TVA pour la reverser à l'administration fiscale. Donc, redevable légal, c'est celui qui collecte et qui reverse à l'administration. Redevable réel, c'est celui qui paye la TVA, qui assume la TVA. À tout principe, nous avons des exceptions. Et encore une fois, peu importe le pays dans lequel vous vous situez, les familles d'exceptions seront les mêmes. Après, nous aurons des différences. Il va falloir faire des recherches, bien sûr, dans les codes pour voir le détail de ces exceptions. Mais néanmoins, le raisonnement reste le même. Première catégorie d'exception, ça va être les opérations qui sont hors champ, qui ne sont pas dans le champ d'application de la TVA, qui ne répondent pas aux trois conditions cumulatives qu'on a citées précédemment, mais que la loi va inclure dans le champ. Elle ne répond pas à la définition, mais nous avons un texte législatif, un texte de loi qui va nous dire cette opération, on l'inclut dans le champ d'application de la TVA. Je vous donne un exemple par rapport à cela. Ça va être, par exemple, les ventes de biens immobiliers. La vente de biens immobiliers, c'est une livraison d'un bien immobilier et non pas d'un bien meuble. C'est un bien immeuble. Donc, du coup, je suis hors champ. Par définition, je ne réponds pas à une des conditions et donc je suis hors champ d'application de la TVA. Je ne vais pas appliquer la TVA. Sauf, il y a une exception, dans la loi, et là c'est dans la majorité des pays qui appliquent une TVA, vous allez avoir la notion de livraison d'un bien immeuble pour un premier propriétaire. Et on parle principalement des notions de promotion immobilière. Quand je suis dans la notion de promotion immobilière, et donc je suis en train de créer un bien immeuble qui va être vendu à un premier propriétaire, à ce moment-là, j'applique la TVA. Deuxième famille d'exceptions, vous avez les opérations qui sont dans le champ d'application, qui répondent aux conditions, soit livraison de biens, soit prestation de services réalisée à titre onéreux par un assujetti, mais qu'une disposition légale, qu'un texte de loi va exclure. Alors, je vous donne un exemple, un autre exemple, ça va être, par exemple, dans certains pays où nous avons des règles de seuil de chiffre d'affaires. À partir d'un certain chiffre d'affaires, vous commencez à appliquer la TVA. En dessous de ce chiffre d'affaires, vous allez avoir une exclusion du champ d'application. Par exemple, en Algérie, suite à la loi de finances complémentaires, on fixe ce seuil à 30 millions de dinars. Si vous êtes en dessous du seuil de 30 millions de dinars annuels, vous êtes exclu du champ d'application, non pas exonéré, exclu. Très bien. Et justement, nous allons parler de cette troisième grande famille d'exceptions. Donc, premièrement, les opérations qui sont hors champ d'application, mais que la loi inclut. Les opérations qui sont dans le champ d'application, mais que la loi exclut. Et troisième grande famille, les opérations exonérées, les exonérations, les exemptions. Quand on parle d'exonération, ça veut dire bien sûr que ce sont des opérations qui sont dans le champ d'application, que l'on ne va pas exclure du champ, elles restent soumises, mais en réalité, on applique un taux de TVA de 0. Même s'il n'est pas expressément cité TVA 0, ou bien vous avez une phrase dans votre facture qui dit exonéré de TVA, ou bien un tampon exonéré de TVA, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas soumis. Vous êtes soumis à une TVA, mais elle est de 0%. Quel est l'objectif? L'objectif, en réalité, c'est d'offrir la TVA au consommateur final, pas au redevable réel, parce qu'en cascade, si je suis en B2B, in fine, c'est le consommateur final qui va en bénéficier, et non pas les opérateurs économiques qu'il y a derrière. Si par exemple, dans la majorité des pays, je vous donne un exemple, dans la majorité des pays, les soins médicaux dispensés principalement par les médecins s'entendent hors TVA, sont exonérés de TVA.
Ça ne veut pas dire que c'est hors champ, mais ça veut dire que les prestations médicales, on offre la TVA au consommateur final. Vous avez un certain nombre d'exonérations également qui sont accordées suite à une entente. Par exemple, vous avez en Algérie les agences d'aide à l'investissement, comme l'ANDI, l'ANSEJ, etc., où ce sont des agences qui vont s'entendre avec un opérateur économique par contrat pour qu'il réalise un certain nombre de choses et en contrepartie, il va bénéficier d'exonérations temporaires. À ce moment-là, ce sont ces opérations à lui qui sont exonérées. Lui, en tant que consommateur final, ça veut dire que quand il va acheter de la part d'un fournisseur, il fournira une preuve qu'il est exonéré et donc à ce moment-là, son fournisseur va lui faire une facture sans TVA. Cette facture sera exonérée de TVA. Donc vous voyez bien que c'est le consommateur de la prestation ou du bien qui est concerné par l'exonération et non pas le prestataire ou le livreur de l'opération. Il faut faire attention à ce point-là. Donc, grande différence à faire entre une opération exclue et une opération exonérée. Je résume un petit peu ce principe d'application de la TVA. Quand est-ce que j'applique de la TVA sur ma facture? Si je fais une livraison de biens ou une prestation de service réalisée à titre onéreux et que je suis considéré comme un assujetti, que je suis redevable légal et que je ne figure pas dans une des exceptions ou bien que je suis hors champ et que je suis inclus par texte de loi. Les exceptions, je les rappelle, les opérations qui sont dans le champ mais qu'on exclut, les opérations qui sont hors champ mais qu'on inclut, ou bien les opérations soumises qui vont être exonérées, donc auxquelles on appliquera un TVA à taux 0%. Parlons de l'assiette de la TVA. Quel est le montant de la facture sur lequel je dois appliquer la TVA? Ça va être le prix de vente. On inclut dans ce prix de vente toutes les notions de taxes locales ou taxes spécifiques. Je vous donne un exemple qui existe en France et en Algérie, la TAP. Elle s'appelle différemment en France, mais c'est le même principe. La TAP, effectivement, est une taxe sur le chiffre d'affaires, donc sur les ventes, qui est de 2%, mais qui est supportée par le vendeur. Elle est soumise aussi dans l'assiette de calcul de la TVA. On va parler du chiffre d'affaires hors taxe. Très bien. La seule chose que l'on peut exclure du prix de vente soumis à TVA, ça va être la partie débours. La partie débours, c'est la refacturation ou le remboursement de frais payés pour compte. Si je paye pour le compte de mon client des opérations, je dois les refacturer sous certaines conditions pour qu'elles soient considérées comme débours. Il ne faut pas que j'applique de marge, il ne faut pas que je déduise ma TVA, etc. etc. J'ai un certain nombre de conditions pour pouvoir prétendre à l'application de débours. Du coup, au lieu d'appliquer la TVA et in fine la TAP et l'IBS sur le total de ma facture, je l'applique uniquement sur la partie qui concerne ma vente. La partie débours, elle ne va pas être soumise à TVA. Dernière notion importante que je dois considérer quand je suis vendeur, quand je suis dans le champ d'application et que je dois appliquer une TVA, ça va être la notion de fait générateur et exigibilité. Extrêmement important cette notion de fait générateur. C'est tout simplement l'événement qui va donner naissance à la TVA. Ce n'est pas forcément la facture, il faut le savoir. On va distinguer les opérations en 5 types, en 5 familles. Premièrement, les ventes de biens. Deuxièmement, prestations de services, travaux immobiliers, la livraison à soi-même et l'importation. Le fait générateur, donc l'événement qui va donner naissance à la TVA par rapport à la vente de biens et à la livraison à soi-même, ça va être la date de délivrance du bien. Ça va être la date de livraison. Si je facture après la livraison, peu importe. Dès que je livre, je donne naissance à la TVA. Donc il faudra faire très très attention à ça. Pour les prestations de services, les travaux et les travaux immobiliers, ça va être à l'encaissement.
Quand je fais un encaissement partiel, je paye une TVA partielle. Je reverse à l'État, je veux dire, j'encaisse une TVA partielle que je dois reverser à l'État. Il faut faire très attention. Je n'attends pas le solde de la facture pour reverser la TVA, non. Le fait qui génère la TVA, ça va être l'encaissement. Et donc, l'encaissement partiel génère une TVA partielle. Par rapport aux activités, aux opérations d'importation, le fait générateur, ça va être le passage en douane. Au moment où je vais passer ma marchandise en douane, je vais effectuer ce qu'on appelle un dédouanement et c'est à ce moment-là que sera générée la TVA. Maintenant, l'exigibilité. Quand est-ce que cette TVA qui a été générée m'est exigible? Ça veut dire tout simplement à quel moment je dois la déclarer et à quel moment je dois la payer surtout. L'exigibilité, ça va être forcément le moment de déclaration. Donc la déclaration, qu'elle soit trimestrielle ou mensuelle, ça va être à M+1 forcément, à une date précise qui diffère entre les pays. En Algérie par exemple, c'est le 20 du mois suivant. Le 20 du mois suivant, je vais faire une déclaration qui concerne M-1 ou le trimestre précédent. Donc toutes les TVA dont le fait générateur intervient dans le mois précédent, je dois les déclarer et les payer dans la déclaration M+1. Très bien. Sauf en matière d'importation. En matière d'importation, le fait générateur et l'exigibilité sont en même temps. Ils sont au moment du dédouanement. Petite particularité pour les livraisons de biens ou de services intracommunautaires. Il faut savoir qu'il n'y a pas de passage en douane. Donc, tout ce que je viens de dire s'applique, mais en réalité, il va se faire par déclaration spontanée. Vu que la livraison intracommunautaire, c'est une opération d'importation ou d'exportation, mais qui est réalisée intracommunautaire dans la zone de l'Union européenne, et donc, du coup, il n'y a pas de douane, il n'y a pas de passage en douane. Donc, les contribuables concernés vont faire ce qu'on appelle une déclaration spontanée. Ils vont faire une déclaration et ça suivra des règles un petit peu plus flexibles concernant l'exigibilité. Donc à retenir, le fait générateur, c'est quand est-ce que je donne naissance à la TVA. L'exigibilité, c'est quand est-ce que je dois la déclarer et la payer. Il y a une petite particularité dans certains pays, notamment l'Algérie, qui est l'option sur les débits. Donc effectivement, je peux choisir d'être soumis, quel que soit X, à l'encaissement. Dès que j'encaisse, je déclare et je paye. Donc ça, c'était les grands principes ou les questions à se poser quand je suis dans une opération de vente. Et donc, est-ce que j'applique ou pas la TVA? Donc, est-ce que je suis dans le champ d'application? Est-ce que je ne suis pas inclus? Est-ce que je ne suis pas exonéré, etc. Quand est-ce que je génère de la TVA? Quand est-ce que je dois l'appliquer? Sur quel montant, etc. Maintenant, je vais me placer du côté acheteur. Du côté acheteur, il ne s'agit plus de dire est-ce que l'opération est soumise ou pas à la TVA. Je reçois une facture. Si je reçois une facture, soit il y a de la TVA dedans, soit il n'y en a pas. S'il y a justement de la TVA sur cette facture, ma question va changer. Ma question va être, est-ce que j'ai le droit de récupérer cette TVA? En d'autres termes, est-ce que cette TVA sur mon achat est déductible? En d'autres termes, suis-je considéré comme consommateur final ou pas? Pour répondre à cette question, pour répondre à ces questions, je dois vérifier si je réunis les conditions de déductibilité. Il y a 4 conditions divisées en 2. Vous avez 2 conditions de fond et 2 conditions de forme. Pour les conditions de fond, je vais parler d'abord des conditions de forme. Pour les conditions de forme, bien sûr, il faut que le montant de la TVA soit expressément libellé sur la facture, clairement énoncé, avec le taux, le montant, donc on a montant hors taxe, TVA avec le taux, montant TTC. Deuxièmement, il faut que les règles de déduction, les règles de forme, ça veut dire que quand est-ce que je peux récupérer la TVA, donc l'exigibilité, va suivre la même règle qui est appliquée par rapport à la vente. Donc, pour les règles de forme, j'en ai 2. Il faut qu'elles soient clairement mentionnées sur la facture et on va suivre les mêmes conditions d'exigibilité que nous avons citées par rapport à la TVA collectée.
Et maintenant, le plus important, ça va être les conditions de fond. Deux conditions de fond principales. Premièrement, il faut que les biens ou services qui ont été acquis soient destinés exclusivement aux biens de la société, de la personne morale, de l'assujetti en règle plus générale. Donc en réalité à l'exploitation. Si j'effectue un achat que je vais utiliser personnellement, je vais être consommateur final. Donc je n'aurai pas le droit de récupérer cette TVA. Mais par contre, si elle me génère des opérations qui sont dans l'exploitation, effectivement, je vais remplir cette condition de fond. Avec une particularité, il ne faut pas que ça soit somptuaire. C'est très très important. Il faut qu'on reste dans des proportions raisonnables. Si c'est somptuaire, vous pouvez vous retrouver à être exclu du droit à la déduction de la TVA. Donc ça, extrêmement important que les biens ou les services doivent servir exclusivement à l'exploitation et sans être somptuaires. Deuxième condition très importante de fond va être le fait que cet achat vous génère une opération soumise. Une opération soumise. Une opération dans le champ d'application. Je reviens à ce que je disais un petit peu plus tôt. Si mon achat me génère une opération qui est dans le champ d'application, ou bien qui est exonérée, j'aurai le droit à la déduction. Si elle me génère une opération qui est hors champ d'application ou qui est exclue du champ d'application, je n'aurai pas le droit à la déduction de la TVA. Et ça, c'est un point qui génère un nombre très important de redressements fiscaux, et ce, partout dans les pays qui appliquent une TVA. J'ai vu énormément de redressements fiscaux sur cette notion de droit à la déduction. Donc il faut remplir 4 conditions, 2 de forme, que ça soit expressément libellé, clairement inclus dans la facture, que l'on suive les mêmes règles d'exigibilité, et aussi les 2 conditions de fond, que ça soit clairement destiné à l'exploitation sans être somptuaire, et deuxièmement que ça me génère une opération soumise. Bien sûr, à tout principe, il y a des exceptions. Donc même si je réunis ces 4 conditions, qui sont cumulatives d'ailleurs, si une fait défaut, je n'ai pas le droit à la déduction, je vais avoir des exceptions. Je vais avoir des exceptions qui vont être en 2 parties, peu importe le pays dans lequel je me situe. Je vais avoir des exceptions à cette règle de déduction. Ça veut dire que je vais avoir des opérations qui répondent aux conditions qui vous permettent de récupérer la TVA, mais que la loi va exclure du droit à déduction, soit totalement, soit partiellement. Et là, bien sûr, il va falloir vérifier dans les textes de loi concernant les taxes sur le chiffre d'affaires par rapport aux spécificités de chaque pays. Chaque pays va encourager ou non, par le fait d'avoir le droit à la déduction, certaines opérations. Donc voilà, je fais un petit résumé du mécanisme de la TVA. Premièrement, je me place du côté vendeur. Est-ce que je dois appliquer la TVA? Pour répondre à cette question, je vérifie si je suis dans le champ d'application de la TVA. Si je suis dans le champ d'application de la TVA, je vérifie si mon opération n'a pas été exclue ou n'est pas exonérée. Et ensuite, je m'assure que j'ai bien respecté les règles de fait générateur et d'exigibilité. Si je suis côté acheteur, je vais me poser une toute autre question qui va être: est-ce que j'ai le droit de récupérer cette TVA? Donc, est-ce que j'ai le droit à la déduction? Et pour cela, je dois vérifier si je réunis les 4 conditions, 2 de forme et 2 de fond, et que si l'opération n'est pas concernée par une exception qui a exclu totalement ou partiellement le droit à la déduction.
Merci pour votre attention encore une fois. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport à la TVA. Encore une fois, c'est un point qui génère énormément de redressement, peu importe le pays dans lequel vous vous situez. En tous les cas, je vous ai donné le mécanisme et les fondamentaux. Là, je vous garantis que peu importe où vous vous situez dans le monde, si vous êtes dans un pays qui applique la TVA, ça va être forcément ces mécanismes-là qui vont être appliqués. Après, ce qui change, ça va être les taux. Les taux vont être différents. Vous avez un taux plein et un taux réduit, parfois plusieurs taux réduits, ça dépend. En Algérie, nous avons 2 taux, le taux plein et le taux réduit. En France, nous avons 4 taux, un taux plein et 3 taux réduits, etc. Donc, il va falloir vérifier ça. Et vous allez vérifier aussi les spécificités par rapport aux exclusions, soit du champ d'application, soit du droit à la déduction, et par rapport aux règles d'assiette et aux différentes exonérations. Encore une fois, merci beaucoup, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.